Donc, on va voir maintenant donc en fait la phase du contrôle des comptes. Donc, comme je vous ai dit, dans notre travail de contrôle, donc on va faire donc la phase préliminaire, la phase de contrôle des procédures, et ça sera en général avant la fin de l'année. Et en fait, après que la société elle arrête ses comptes, donc ça peut être au mois de mars, au mois d'avril, au mois de février, donc ça dépend de la société, donc elle est à jour au niveau de sa comptabilité ou n'est pas à jour. On va passer à la phase de contrôle des comptes comptables. Et donc, pour assurer l'exactitude et l'intégrité des données financières. En général, donc, on passe donc à la phase de contrôle comptable lorsque la société, elle a bien en fait finalisé toutes les opérations comptables nécessaires avec les travaux de fin d'année et les inventaires et les amortissements et tout ça, parce qu'on doit travailler sur un document en définitive. Si on doit pas se lancer dans le contrôle des comptes comptables au mois de janvier, alors que la société n'a pas encore donc finalisé donc ses états financiers, et on va se trouver chaque semaine avec une nouvelle balance. Donc, c'est pourquoi il faut laisser le temps donc, que la société finalise son travail et par la suite, elle va nous donner une balance qu'elle ne doit pas le modifier que sur notre demande d'amélioration ou bien de correction. Donc, pour qu'on sait très bien sur quelle base on a commencé, quel est le document de départ qu'on a utilisé dans nos travaux. Donc, on dit que la phase de contrôle de compte comptable, donc là, en fait, on va contrôler les comptes. On va passer au niveau de la comptabilité. Ça, c'est le contrôle de la comptabilité. Donc, c'est un pilier essentiel de l'audit comptable qui vise à valider l'exactitude et l'intégrité des données financières de l'entreprise. Donc, l'objectif de contrôle de compte, en fait, c'est de vérifier les enregistrements comptables sont exacts. Ça, c'est l'exactitude de l'enregistrement comptable. Et aussi, on doit évaluer leur conformité avec les principes comptables généralement reconnus. Quels sont les principes comptables qui sont généralement connus? C'est par exemple le principe de continuité d'exploitation, le principe de séparation d'exercice, le principe de prudence. Par exemple, si on trouve, par exemple, donc un produit latent, donc un plus-value latent, par exemple, donc, je dis par exemple, donc, une évaluation des titres des démobilisations financières, c'est-à-dire donc qu'on l'a évalué au niveau de la comptabilité par exemple pour 100 000 euros. Et là, en fait, on estime que la valeur sur le marché est 120 000 euros. Donc, normalement, les normes comptables, elles nous disent que ce plus-value latent, on ne doit pas le constater, donc tant qu'il n'est pas été réalisé. Et donc là, en fait, c'est la conformité au principe de prudence. Donc là, si on trouve, par exemple, une société qui a constaté ce plus-value dans leur résultat, donc on dit que le principe de prudence n'a pas été respecté pour ce point-là, parce que la norme comptable, elle dit que pour les immobilisations financières, donc, qui doivent être évaluées donc, à la valeur d'usage, donc les plus-values ne doivent pas être constatées tant qu'il n'a pas été réalisé. Et les autres, en fait, de principes comptables, comme la séparation d'exercice et tout ça, donc, qu'on doit contrôler. Donc, voilà, en fait, le résumé. Donc, les méthodologies de contrôle. Donc, comment on va faire donc, pour contrôler? Donc, et certainement, donc la même chose, donc on ne peut pas contrôler toutes les écritures. Supposons, surtout pour les grandes sociétés, des milliers ou même un million d'écritures. Donc, est-ce qu'on va les contrôler, donc toutes les écritures? Non, pas du tout, on ne va pas contrôler toutes les écritures. On va travailler donc par un échantillonnage. Donc, on va prendre donc un échantillonnage, on va vérifier le document et on va réconcilier les soldes comptables. La réconciliation de soldes comptables, c'est-à-dire, donc si on va trouver par exemple donc un solde comptable, ça c'est le travaux de justification de compte qui fait les comptables donc à la fin de chaque année, qui doit le faire en fait pour vraiment dire que nos états financiers donc ils reflètent une réalité. Donc, supposons que, par exemple, donc on va trouver, par exemple, un compte client donc avec un solde de 120 000 euros. Donc, on va réconcilier, on va voir donc, la composition, de quoi il est composé exactement ce solde de 120 000 euros. Si on trouve, par exemple, ce sont les factures de mois de novembre et la mois de décembre pour ce client.
Donc là, on a une certitude que ces factures-là, donc il s'agit bien d'une facturation, et on va se limiter, par exemple, au contrôle postérieur, et on va voir est-ce que là, ces factures-là, ils étaient bien payées, par exemple, en janvier, ou bien février, ou bien en mars. Donc on est au mois de mars, où on est dans la société. Donc on sait les événements postérieurs à l'exercice. Donc on sait tout ce qui s'est passé donc, durant le mois de janvier, février, mars, on peut le savoir. Donc on peut voir est-ce que ces factures-là, ils étaient bien payées donc, durant ces mois-là, surtout si, ces factures-là sont payables à 30 jours ou bien 60 jours. Par contre, si je trouve au niveau de ce compte client qu'il y en a une facture, une ancienne facture qui date, par exemple, des années antérieures, là, en fait, je dois poser des questions. C'est quoi ça? En fait, ça peut être donc erreur comptable, ça peut être été comptabilisé par erreur. Et pourquoi donc elle n'est pas encore, elle n'est pas payée, elle n'a pas été soldée jusqu'à ce jour-là. Mais aussi, ça peut être donc une d'origine de conflit. Et donc, cette somme-là, donc, elle risque de ne pas être encaissée. Voilà, donc, la norme comptable, elle nous dit qu'on doit constater donc une provision pour dépréciation de cet élément d'actif, donc parce que c'est pas vraiment donc un montant qu'on compte le récupérer donc à 100%. Donc voilà, donc parmi les techniques donc qu'on va voir, donc on va voir donc chaque module, il a des techniques qui sont standards, mais il a des techniques aussi, des techniques spécifiques donc à chaque, techniques spécifiques à chaque module. Donc, on va travailler par sélection d'échantillons de transactions, on va vérifier les documents justificatifs et on va faire de la réconciliation des soldes. Technique d'audit spécifique. Là, en fait, il y en a donc tout ce qui est général, il y en a tout ce qui est spécifique. Il y en a, par exemple quand on dit, par exemple, tout ce qui est confirmation externe, c'est-à-dire la circularisation. Donc, par exemple, on va circulariser nos fournisseurs, on va circulariser nos clients, on va circulariser la banque, on va circulariser l'intermédiaire en bourse si on a des placements, des placements en bourse. Euh, voilà. Donc, parmi les techniques d'audit, là, on a dit, il y en a la variation, l'analyse des variations. Ça on l'appelle l'examen analytique. Et c'est fondamental. Et vous allez voir au niveau de chaque, donc, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est systématique, en fait, qu'on utilise pour chaque module. Voilà. Voilà. Vous voyez là, en fait, pour chaque module, par exemple, là, c'est l'immobilisation. Donc, on va extraire, en fait, les comptes qui sont liés donc, à l'immobilisation. Et donc, on va voir donc, la variation entre l'année N et l'année N-1. Vous voyez? Donc, ça, c'est N et N-1. Et on va voir la variation. Donc, on va voir la variation. Vous voyez? Donc, on va se concentrer essentiellement sur les comptes qui contiennent des variations. Donc, par exemple, ce sont des comptes d'immobilisation. Là, par exemple, je trouve une variation positive. Donc, c'est ça, c'est l'examen analytique. Donc, parmi les techniques qu'on utilise, et d'ailleurs, c'est standard. En fait, on va le trouver dans tous les modules qu'on va auditer. On va toujours commencer par on va toujours commencer par l'analyse, par l'examen analytique. Donc, je reviens là. Méthodologie technique. Voilà, l'analyse des variations significatives, test des procédures et conformité externe. Là, on parle de circularisation.
Aussi, au niveau de détection et traitement des anomalies, donc, la même chose. Donc, quand on fait une détection d'anomalie, donc on doit analyser, donc comme au niveau de la procédure, donc on essaie de trouver donc pourquoi donc l'erreur donc elle est déjà commise. Et là, en fait, on doit analyser donc son impact sur les états financiers. Donc, parce que c'est pas à chaque erreur qu'on identifie, on va le mettre dans notre rapport. Donc, il y en a donc un seuil de signification. Donc, si cet élément-là donc il n'est pas très important, donc on va le corriger. Donc, c'est simple, même s'il n'a pas été corrigé, mais il n'est pas significatif, donc il n'a pas d'incidence sur les états financiers. Donc, on ne va pas le mettre dans notre rapport comme étant une défaillance ou bien une faiblesse. Donc aussi, on va proposer les corrections d'ajustement. Donc, le commissaire aux comptes, il va proposer les écritures de correction. Donc, pourquoi en fait on fait ça? On ne se limite pas au niveau de l'erreur. On dit que vous avez commis telle erreur ou bien cette évaluation il n'est pas correcte et la valeur, par exemple, d'utilisation ne doit pas contenir que le coût initial, mais doit contenir les coûts inhérents et tout ça, et les coûts de démantèlement et tout ça. Donc, et on ne doit pas se limiter là parce que peut-être que le commissaire, que le comptable qu'on a devant nous, il n'a pas les compétences pour corriger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour faire rapidement, pour faire vite, donc on va proposer des corrections. Donc, on va proposer des écritures de correction. Parce que le comptable, s'il avait ces compétences, peut-être il n'aurait pas dû les commettre, ces erreurs. Donc, nous, comme commissaire en compte, pour faciliter les choses et pour garder de traçabilité sur nos propositions, parce que nous, on va contrôler, on va suivre. Est-ce que le comptable, il a bien corrigé les écritures qu'on a demandées, les recommandations qu'on a fait ou pas? Parce que ça va dépendre de ça. En fait, nous, au départ, donc, on était avec une balance, donc là où on a détecté des anomalies, des problèmes. Donc, on a fait donc, des recommandations donc, au comptable de proposition des écritures de correction. Une fois donc il a terminé, donc il a saisi donc ces écritures de correction, on va éditer donc une nouvelle balance. Et au niveau de la balance, donc la première des choses qu'on va faire, de vérifier que les corrections, il était bien faites. Donc il ne faut pas se limiter donc à éditer une balance. Donc il faut vérifier que les remarques qu'on a fait donc au comptable, qu'il les a pris en considération et que l'écriture elle a été passée donc dans les bandes, qu'a été passée donc correctement l'écriture. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc, pour s'assurer par la suite que la balance qu'on a, ce sera une balance définitive, qu'on va émettre notre opinion. Donc, les étapes, identification des écarts et des erreurs, donc l'analyse de l'implication donc financière, donc l'incidence, donc est-ce que significative, non significative, et la proposition de correction et d'ajustement. L'importance de la documentation. Aussi, là, en fait, au niveau de cette étape-là, donc le commissaire en compte ou bien l'auditeur, il doit garder des preuves donc, de son travail pour garder la transparence. Et ça assure là, en fait, la transparence et la responsabilité de notre process d'audit. Donc, là, à la fin, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éditer, donc il va mettre un rapport sur les comptes comptables. Le rapport, en fait, juste je reviens sur la lettre de direction. La lettre de direction, en général, donc quand on les met, ou bien on les met avant d'émettre la lettre de direction, donc on envoie à chaque service donc les remarques qu'on a trouvées et les constatations qu'on a faites. Parce que on doit attendre leur réponse. Donc, on ne doit pas directement, donc, avec des constatations qu'on a fait, directement donc, les alimenter dans la lettre de direction. Donc, il y a une étape très importante, c'est de communiquer avec chaque responsable de chaque service qui est concerné par la procédure et mettre en fait leur réponse. Et d'ailleurs, même au niveau de la lettre de direction, on va mettre la réponse du service et on va mettre, nous, en fait, notre remarque. Est-ce qu'on si on est vraiment convaincu de la réponse de service
sur le point, on va l'enlever. Mais s'il n'est pas convaincu, donc on va laisser devant chaque défaillance, on va mettre la réponse de service et on va mettre notre avis. D'accord? Donc, au niveau du rapport de commissaire aux comptes, en conclusion, donc cette phase, nous produisons donc un rapport synthétisant nos constatations, leur impact sur les états financiers et nos recommandations pour l'amélioration. D'accord? Et ça, c'est au final, en fait, ce que doit être fait. D'accord.